Quand un ravisseur reste en liberté trop longtemps, chaque nouveau jour peut se transformer en une nouvelle victime. Surtout si tous les soupçons convergent vers une seule personne, mais que les preuves semblent insuffisantes. L'histoire dont il sera question est précisément un tel cas. Oregon City est une petite ville de l'État de l'Oregon, aux États-Unis, située à environ 30 km de Portland. La population est d'environ 30 000 personnes. Dans l'ensemble, l'endroit est calme, familial, bien que dans certains quartiers, le taux de criminalité ait été assez élevé. C'est ici que vivaient les familles Pand et Gaddis. Et en 2002, cette ville tranquille est devenue célèbre dans tout le pays, mais pour les raisons les plus sombres. Le 9 janvier 2002, Ashley Pand se préparait pour l'école. Elle a pris le petit déjeuner avec ses jeunes frères et sœurs, a dit au revoir à sa mère vers 8 heures du matin et est sortie de la maison. La porte a claqué derrière son dos. L'arrêt de bus était à environ 8 minutes de marche, pas plus. La famille vivait dans un complexe d'appartements qui se trouvait dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Là vivaient des marginaux, la zone industrielle prospérait, la police venait régulièrement, tantôt des bagarres, tantôt des vols, tantôt quelque chose de pire. Les murs des maisons se souvenaient de beaucoup de choses dont on préférait ne pas parler à voix haute. Ashley était une fille brillante et attirante, de longs cheveux, un visage ouvert. Elle faisait de la danse et justement ce jour-là, le 9 janvier, elle devait aller à ses cours juste après l'école. Sa mère ne l'attendait pas avant le soir, mais vers 6 heures, sa fille n'était toujours pas apparue. La femme s'est inquiétée. D'abord, elle a appelé la classe de danse. Il s'est avéré qu'Ashley n'y était pas venue. Ensuite, elle a commencé à appeler les enseignants. Personne n'avait vu la fille. Sa voix tremblait de plus en plus à chaque appel. Même les amis ont dit qu'Ashley n'était pas à l'école depuis le matin même. Il semble qu'elle ne soit jamais arrivée là-bas. C'était étrange. Ashley n'avait aucune raison de sécher les cours. Elle étudiait bien, était obéissante, n'avait jamais essayé de s'enfuir de la maison. Quand toutes les options ont été épuisées, la mère s'est adressée à la police, a donné une description de sa fille et a signalé sa disparition. Ses mains tremblaient quand elle signait les papiers. La femme insistait. La fille ne pouvait pas simplement partir comme ça. Très probablement, elle a été enlevée. Mais les détectives ont traité l'affaire avec scepticisme. La mère d'Ashley était défavorisée. Elle abusait de l'alcool, avait donné naissance à sa fille à 16 ans, puis à plusieurs autres enfants avec lesquels elle ne s'en sortait manifestement pas. Beaucoup la considéraient comme une mauvaise mère. Au poste, on était habitué à de telles déclarations. Les enquêteurs se sont regardés quand la femme est sortie. Ils ont supposé qu'une adolescente aurait très bien pu s'enfuir d'une telle vie. Mais ceux qui connaissaient bien Ashley niaient cela. Elle était trop petite pour de telles décisions. Trop petite pour comprendre où courir et pourquoi. Les détectives ne prenaient pas l'affaire au sérieux. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'ils ont commencé à admettre l'idée qu'il était vraiment arrivé quelque chose à la fille. Ils ont interrogé les camarades de classe, cela s'est confirmé. Ashley n'était pas à l'école. Elle n'est même pas arrivée jusqu'à l'arrêt. C'est 8 minutes de chemin et la fille s'est évaporée. Les jours suivants, la police a passé au peigne fin les environs du complexe résidentiel avec des chiens de service. Les chiens tiraient sur les laisses, reniflaient les buissons, les coins des bâtiments, les poubelles. Rien. Ils interrogeaient les voisins. Beaucoup détournaient le regard, haussaient les épaules. Dans de tels quartiers, il n'est pas d'usage de trop voir. Ils ont formé des groupes de recherche de bénévoles. Les gens marchaient en chaîne à travers les terrains vagues, regardaient dans les sous-sols, vérifiaient les bâtiments abandonnés. Ils vérifiaient la base de données des criminels enregistrés avec des penchants similaires. Il y en avait environ 90 dans le quartier. Ils ont dressé une liste de personnalités suspectes avec des troubles mentaux. Ils étudiaient l'activité de la fille sur Internet, examinaient les correspondances, l'historique des recherches. Ils ont passé plusieurs jours et rien. Le silence. L'enquête était compliquée par de faux signalements des habitants locaux. Tantôt on voyait la fille là-bas, tantôt ici. Une femme dans le bus était sûre d'avoir vu Ashley près du centre commercial. Un homme jurait que la fille passait devant sa maison le soir du même jour. Après vérification, tout s'avérait être une coquille vide. Les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Une semaine après le début des recherches, il est devenu clair. L'aide de spécialistes expérimentés était nécessaire. Le 18 janvier 2002, la police s'est adressée au FBI.
9 jours s'étaient déjà écoulés depuis la disparition. Beaucoup soupçonnaient Ashley ne reviendrait plus vivante. Mais personne n'en parlait à voix haute. Les agents ont tout de suite compris. L'affaire est complexe. Il n'y avait pas de scène de crime à étudier. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de suspect. La fille s'était comme dissoute dans l'air. Elle est sortie de l'appartement le matin et a disparu quelque part entre la porte et l'arrêt de bus. 8 minutes de marche et aucune trace. Ils ont créé un groupe opérationnel. Ils ont élargi la zone de recherche au-delà du complexe résidentiel. Ils ont distribué des milliers de tracts avec la photo de la disparue. Ashley regardait depuis ces tracts. Un visage jeune, un sourire, de l'espoir. Ils interrogeaient les enseignants, les connaissances des quartiers voisins, les proches. Le public était au courant. De nouvelles pistes apparaissaient, mais toutes menaient nulle part. Chaque fil se rompait. Chaque appel se terminait par une déception. En vérifiant les proches d'Ashley, les détectives ont appris un détail terrifiant. 1 an avant la disparition, le père biologique d'Ashley avait été accusé de lui avoir causé du tort. Il l'avait mise dans une position extrêmement difficile depuis 3 ans. Quand cela a fait surface, beaucoup n'ont pas pu cacher leur dégoût. Ashley ne connaissait pas son vrai père depuis l'enfance. Elle considérait comme père le beau-père avec qui vivait sa mère. Mais quand les parents se sont séparés, la fille a appris la vérité. Elle a décidé de faire connaissance avec son père biologique, l'a retrouvé et il en a profité. Ashley allait chez lui le week-end, mais revenait chaque fois déprimée. Elle se taisait, évitait le regard, allait dans sa chambre et fermait la porte. 3 ans plus tard, elle a refusé les visites. Puis elle a raconté la vérité à sa mère et celle-ci s'est adressée à la police. Elle racontait de manière confuse, avec des pauses, honteuse de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. L'affaire n'est pas allée jusqu'au procès. L'homme a conclu un accord de plaidoyer et a reçu 10 ans avec sursis. Le système fonctionnait comme il fonctionnait. On l'a aussi soupçonné d'enlèvement. Mais la vérification a montré qu'il a un alibi solide. Au moment voulu, il se trouvait à un autre endroit et il y avait des témoins. On l'a rayé de la liste des suspects. Encore un fil s'est rompu. Depuis avril 2001, on a commencé à appeler souvent la police dans l'appartement où vivait Ashley avec sa famille. Tantôt des désordres, tantôt des scandales domestiques. Les voisins se plaignaient de cris, de fracas de meubles, de pleurs. Après cela, la fille a commencé à passer beaucoup de temps dans la maison voisine. Là vivait sa camarade de classe, Mallory, avec sa famille. Ashley Pond s'est liée d'amitié avec elle et avec son amie Miranda Gaddis. Les filles avaient le même âge, étudiaient dans la même école, se sont rapidement rapprochées. Elles avaient des secrets communs, des rêves communs. Elles ont commencé à dormir l'une chez l'autre, et le matin, le père de Mallory les conduisait souvent à l'école. Il les faisait monter dans la voiture, allumait la radio, les emmenait à travers la ville. Ce père était Ward Weaver II, âgé de 39 ans. Il louait une maison où il avait déménagé quelques années avant la disparition d'Ashley. La maison se trouvait un peu à l'écart du massif résidentiel principal. L'homme avait des casiers judiciaires. Il avait fait 3 ans de prison pour avoir battu la nounou de son enfant avec un morceau de béton. Le coup était d'une telle force que la femme a survécu à peine. Ces 2 ex-femmes accusaient Ward de mauvais traitements. Elles racontaient des bleus, des portes verrouillées, de la peur. Un jour, l'institutrice d'Ashley a vu Ward Weaver embrasser Ashley sur les lèvres alors qu'il l'a déposée à l'école. Pas sur la joue, pas sur le front, sur les lèvres. L'enseignante était choquée. Elle se tenait sur le perron et ne pouvait en croire ses yeux. Elle s'est adressée au directeur, mais l'affaire a été étouffée. Ils ont décidé que l'homme traitait simplement Ashley comme sa fille et lui disait au revoir de cette façon. Rien de grave, on ne sait jamais. Les gens n'aiment pas les problèmes superflus. À l'été 2001, Ashley a commencé à passer de plus en plus de temps chez les Weaver. Elle arrivait le matin, partait tard le soir, parfois elle restait dormir. Elle est même partie avec la famille pour un voyage de 2 semaines en Californie à la fin de l'été. Le soleil, les plages, la route à travers les États. Mais après le retour, Ashley a déclaré que Ward Weaver avait agi d'une manière qui lui était profondément désagréable, et elle est rentrée chez elle. Sa voix tremblait quand elle disait cela. Elle a raconté l'incident à ses proches, à ses amis, à ses enseignants. Elle répétait la même chose, sans changer les détails.
L'homme, en réponse, s'est plaint qu'on le calomniait. Il insistait, c'est un mensonge, et il ne veut plus voir Ashley dans sa maison. Il parlait fort, indigné, avec une colère vertueuse. Aucune accusation ne lui a été présentée, il n'y avait pas de preuves. Les paroles d'une fille contre les paroles d'un homme adulte. Au cours de l'enquête, des témoins ont été trouvés qui racontaient le comportement inapproprié de Ward à l'égard d'Ashley. La propre fille de l'homme se souvenait qu'il ne laissait parfois même pas Ashley rentrer chez elle quand elle voulait partir. Il la retenait par la main, disait qu'il était encore tôt, demandait de rester. Mais tous ces épisodes étaient ignorés par les autorités. La police affirmait « Il n'y a pas de preuves contre l'homme. Pas de preuves directes. Rien qui pourrait être utilisé au tribunal. » À cause de ces incidents, la femme de Ward se plaignait. Son comportement inapproprié envers Ashley provoquait des querelles constantes dans la famille. Elle lui criait dessus, il criait en retour. Quand des signalements parvenaient au service de tutelle, l'écolière elle-même revenait sur ses paroles, et il était pratiquement impossible d'entreprendre quoi que ce soit. Peut-être avait-elle peur. Peut-être ne comprenait-elle pas ce qui se passait. Peut-être l'avait-on convaincue. Après que la fille ait été chassée de la maison des Weaver, tout le monde a remarqué une amélioration. Son comportement, son état émotionnel et ses notes sont remontés. Elle souriait à nouveau, communiquait à nouveau avec les autres enfants. Il semblait que le pire était derrière. Mais quelques mois plus tard, Ashley a recommencé à passer du temps avec son amie Mallory dans la maison de Ward. Elle y retournait comme par habitude, comme s'il n'y avait pas le choix. Vers la fin de décembre 2001, cela a fini par lasser la femme de l'homme et elle a déménagé. Elle a rassemblé ses affaires, pris les enfants et est partie. Moins de 2 semaines se sont écoulées et Ashley a disparu. Tout cela semblait extrêmement suspect, mais il n'y avait pas de preuves. L'amie de la disparue, Miranda Gaddis, était une fille obstinée. Elle a vécu la majeure partie de sa vie à Oregon City avec sa famille. Dès son plus jeune âge, elle était attirante et rêvait de devenir mannequin. Elle examinait les magazines, s'imaginait sur les podiums, rêvait d'une grande vie. Comme Ashley, Miranda a été confrontée aux conséquences de ce qui est arrivé. Son père biologique avait aussi des casiers judiciaires pour des actions contre des mineurs, mais il ne touchait pas sa propre fille. Peu après le divorce, la mère de Miranda s'est mise en ménage avec un nouvel homme, issu d'un milieu marginal, qui avait terminé 9 classes et n'avait même pas vraiment appris à lire. C'est lui qui a causé du tort à l'écolière, ainsi qu'à 2 autres filles, et en 1999, il a été condamné pour cela. Il a reçu une peine, a fait de la prison et sorti. Miranda est devenue l'une des sources clés d'information après la disparition d'Ashley. Elle n'a pas eu peur de raconter à la police ce qui arrivait à son amie. Elle parlait clairement, sans détourner le regard. Malheureusement, ces renseignements étaient insuffisants pour rapprocher les détectives de la solution. Il fallait des faits, des indices, des preuves. Les filles étaient des amies proches, étudiaient dans la même école, partageaient le plus intime, y compris ce qui se passait dans la maison de Ward et avec le père biologique d'Ashley. Elles se confiaient ce qu'elles ne pouvaient pas raconter aux adultes. Les détectives pensaient que la disparition pouvait être liée à ces accusations, mais n'ont pas pu trouver de preuves. Tout était construit sur des paroles, sur des soupçons, sur l'intuition. Les rumeurs selon lesquelles Ward Weaver II avait causé du tort à la fille disparue sont devenues la cause du harcèlement de sa fille par ses camarades de classe. On en est arrivé au point où Mallory ne voulait plus aller à l'école. Elle pleurait le matin, refusait de sortir de la maison. Son père était furieux à cause des commérages. Il menaçait de procès, faisait des scandales avec les parents des autres enfants. La femme, après avoir discuté avec les policiers, a fourni des détails curieux. En particulier, elle décrivait son mari comme une personne extrêmement complexe et agressive. Elle parlait doucement, en regardant autour d'elle, comme si elle avait peur qu'il puisse entendre, même de loin. Et bientôt, une nouvelle tragédie s'est produite. Le 8 mars 2002, 2 mois après la disparition d'Ashley, Miranda Gaddis a dit au revoir à sa mère vers 8 heures du matin. La femme est partie au travail et sa fille se préparait pour l'école. Le bus devait arriver à l'arrêt à 8h20. Mais quelque chose a mal tourné. La fille a disparu. Elle n'est simplement pas venue. Tout le monde était sous le choc.
Il y a encore quelques mois, Miranda participait à une émission de télévision et donnait une interview sur la disparition de son amie. Elle était assise devant les caméras, racontait comment était Ashley, comment elles étaient amies. Et maintenant, elle a disparu elle-même. Les proches espéraient que les deux filles étaient vivantes et rentreraient à la maison. Ils priaient, pleuraient, attendaient. L'histoire de Miranda rappelait douloureusement le cas d'Ashley. Elle est sortie de la maison un peu après 8 heures, mais personne ne l'a vue ni dans le bus, ni en cours. Le soir, la mère s'est inquiétée et a commencé à chercher à savoir ce qui s'était passé. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient quand elle composait les numéros. Elle aussi appelait les enseignants et les camarades de classe. Et de nouveau, le silence. Personne ne l'avait vue. Quand la déclaration est parvenue à la police, les détectives se sont immédiatement mis en alerte. Il s'agissait d'amis d'environ le même âge. Les deux allaient à la danse, se ressemblaient même physiquement et les histoires de disparition étaient identiques. Cela ne pouvait plus être une coïncidence. La mère de Miranda insistait. Sa fille n'aurait pour rien au monde fréquenté un inconnu et ne se serait pas enfuie de la maison. Elle était assez obstinée, avec du caractère. Si quelqu'un avait essayé de l'enlever par la force, la fille aurait opposé une résistance. Elle aurait crié, griffé, se serait battue. Cela suggérait l'idée, le ravisseur est quelqu'un de connu, qui a pu la tromper et l'attirer, quelqu'un en qui elle avait confiance. Après la deuxième disparition, les habitants locaux étaient paniqués. Le poste de police était assailli de demandes de trouver le criminel qui chasse les adolescents. Les gens se réunissaient en groupe, discutaient, échafaudaient des théories. Personne ne se sentait en sécurité tant que celui qui est capable d'une telle chose est en liberté. Les parents ont cessé de laisser les enfants seuls, les accompagnaient jusqu'à l'école, les attendaient après les cours. Depuis la disparition de la deuxième fille, le groupe opérationnel s'est divisé en 2 équipes. Chacune s'occupait de sa recherche indépendamment. Mais on considérait que les écolières devaient connaître le même criminel. Le lien était évident. Vers le 15 mars, les détectives ont découvert. Un grand nombre de suspects potentiels avaient été perdus de vue. Chez la majorité des habitants du complexe où résidaient les disparus, il y avait de 1 à 6 personnes, temporairement ou plus ou moins en permanence. Les propriétaires n'étaient pas au courant de leur existence. Des fantômes, des ombres, des gens sans papier et sans enregistrement. Au total, on a compté environ 150 de ces personnes. Parmi elles, il y avait aussi des criminels enregistrés. Toute une couche cachée de la société, invisible pour les bases de données officielles. Parallèlement, des vérifications plus minutieuses des personnes enclines à des crimes d'une certaine nature ont commencé. Au total, environ 900 de ces citoyens étaient enregistrés dans la ville. L'analyse de toutes ces personnes a pris des semaines. Il fallait trouver chacun, interroger, vérifier l'alibi, étudier l'emploi du temps. Pendant tout ce temps, le nom de Ward Weaver II faisait surface périodiquement. Son épouse a raconté. L'homme était en colère contre Miranda parce qu'elle avait averti les filles locales de rester loin de Ward à cause de son comportement. Miranda en savait trop. Cela pouvait être un motif de poids pour se débarrasser de l'écolière, la faire taire pour toujours. Ward lui-même donnait même une interview qui passait à la télévision. Il était assis devant la caméra, calme, confiant. Il y affirmait « Ashley et Miranda, comme des filles désobéissantes, se sont simplement enfuies de la ville. Elles étaient fatiguées des problèmes familiaux et sont parties chercher une vie meilleure. » Il parlait de manière convaincante, avec un léger sourire narquois. Néanmoins, chaque fois on écartait Ward. Il n'y avait pas de témoins et de preuves confirmant son implication dans les disparitions. Seulement des soupçons, seulement l'intuition, seulement des témoignages indirects. Le territoire de la maison de Ward avait déjà été vérifié avec un cynologue et un chien de service. Le chien a reniflé la cour, la remise, le périmètre de la maison. Maintenant, un expert indépendant est apparu, qui a demandé une autorisation. Elle a été obtenue du propriétaire du logement, mais le propriétaire a demandé de rester loin de la dalle de béton qui avait été coulée sur la partie éloignée du terrain. Il a dit que des travaux de construction y étaient prévus, qu'il ne fallait pas gâcher le travail. Quand le cynologue s'est approché de cet endroit avec le chien, l'animal a commencé à donner des signaux. Le chien s'est levé, s'est tendu, a gémi. Quelque chose se trouve à côté. Les conclusions ont été fournies au département de police sous forme de rapport, mais des vérifications supplémentaires étaient nécessaires.
Les chiens peuvent se tromper, disaient les détectives. Comme le sinologue était indépendant, les détectives ont fouillé les archives et ont appris. Le père de Ward était un criminel et avait enterré l'une de ses victimes de manière similaire, au milieu de la cour, en la recouvrant d'une dalle de béton. L'histoire se répétait. Mais même ce fait n'a pas forcé les détectives à organiser des perquisitions à grande échelle sur le terrain de Ward Weaver II. Il manquait de fondement pour un mandat, disait-il. Malgré le fait que des mois s'étaient écoulés depuis la première disparition, il n'y avait toujours aucune information sur Ashley. Certains ont commencé à croire le mystère de la disparition des amis ne sera jamais résolu. Les filles se sont dissoutes dans l'air et personne ne saura jamais la vérité. Pendant tout ce temps, Ward gardait obstinément le silence. Il ne donnait pas de commentaires, ne répondait pas aux appels des journalistes. Mais le 30 juin, il a soudainement décidé de communiquer avec les médias. L'homme a déclaré « Il n'a aucune idée de ce qui est arrivé aux filles ». Il parlait calmement, même avec ennui. Cependant, il savait qu'il était devenu le principal suspect selon le FBI. Et cela apparemment l'amusait. Il y avait plusieurs raisons à cela. La première, la déclaration d'Ashley sur le comportement inapproprié. La deuxième, l'échec au test du polygraphe. L'aiguille sautait sur les questions clés. Aussi, lors de l'interrogatoire, il a raconté que son père, Ward Weaver Sr., se trouve dans le couloir de la mort en Californie pour avoir mis fin à la vie d'une jeune fille et de son petit ami. Une histoire familiale transmise de génération en génération. Ward Weaver II a été élevé dans un environnement extrêmement agressif. Son père a abandonné son fils quand celui-ci avait 4 ans, et avant cela, il battait cruellement le garçon. Bleu, fracture, peur. Quand Ward a grandi, il passait sa colère sur ses jeunes frères et sœurs. Il frappait, humiliait, intimidait. Il semblait que le suspect suivait les traces de son père. Le mal engendrait le mal. La communication du suspect avec les journalistes a poussé les détectives à analyser les données plus en détail. C'est devenu une nouvelle confirmation indirecte de son implication dans les 2 disparitions. Il était bien trop calme. Ayant appris tout cela, le public a de nouveau fait pression sur les policiers. Pourquoi Ward n'est-il toujours pas arrêté ? Les gens écrivaient des pétitions, organisaient des rassemblements devant le bâtiment de la police. Malgré l'échec au test du polygraphe, les motifs existants, tous les moments suspects et les déclarations de nombreuses personnes, selon les détectives, cela n'était pas suffisant pour présenter des accusations. Il faut des faits, disait-il. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient échoué au test du polygraphe. L'homme a laissé entrer les policiers dans sa maison à plusieurs reprises pour des perquisitions et semblait-il coopérer avec les autorités. C'est pourquoi on ne l'arrêtait pas. Le système exigeait des preuves. L'ampleur du travail des enquêteurs vers le milieu de l'été 2002 n'a pas diminué. Ils étaient occupés à analyser plus de 1200 hommes. On vérifiait chacun, on interrogeait chacun. Malgré cela, l'affaire est entrée dans une impasse. Les fils se rompaient l'un après l'autre. Alors le FBI a proposé une récompense d'un montant de 50 000 $ pour toute information précieuse. Beaucoup d'argent pour une petite ville. L'administration municipale a ajouté à cette somme encore 10 000, et 5 000 sont venus des propriétaires du complexe résidentiel où vivaient les filles disparues. On a affiché des annonces dans toute la ville, on les montrait à la télévision. Malheureusement, cela n'a pas non plus aidé à faire bouger les recherches du point mort. Des gens appelaient avec des théories douteuses, avec de fausses pistes, désirant recevoir l'argent. Les agents ont fait plusieurs appels via les chaînes de télévision, essayant d'attirer l'attention. On appelait les gens à surveiller attentivement tout cas suspect et à informer les autorités. Malgré le temps écoulé, beaucoup pensaient que les filles étaient encore vivantes, quelque part là-bas, loin, effrayées, mais vivantes. Il y a eu peu de résultats de ces décisions aussi. Jusqu'à la mi-août, aucune information précieuse n'est parvenue. Le silence. La situation a radicalement changé seulement le 15 août 2002. Pendant ce temps, Ward Weaver II échafaudait des plans de fuite de la ville. Depuis le début de l'été, il avait rassemblé pratiquement tout le nécessaire, argent, affaires, documents, et maintenant il s'est adressé à l'amie de 19 ans de son fils, Randy, pour qu'elle l'aide à déménager.
Il a dit qu'il fallait transporter des affaires dans une nouvelle maison. À peine l'avait-elle aidé à porter les sacs qu'il l'a attaquée. Il l'a saisie, sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Il l'a traînée dans la douche, a retiré tous les vêtements de la jeune fille et lui a causé du tort. Après cela, Ward a tenté de mettre fin à ses jours. Ses mains se sont serrées sur sa gorge. Heureusement, la jeune fille a réussi à se libérer et à s'enfuir de la maison, enveloppée seulement dans un rideau. Elle courait dans la rue pieds nus, dans un seul tissu, criant à l'aide. Le criminel a compris que tout allait de travers. Il a sauté dans la voiture avec toutes les affaires qu'il avait réussi à rassembler et a tenté de s'enfuir. Le moteur a démarré, les pneus ont crissé. Randy, effrayé, a eu le temps d'appeler à l'aide. Les policiers ont arrêté Ward plus vite qu'il n'a eu le temps de quitter la ville. Ils ont bloqué la route, l'ont forcé à s'arrêter. Il a été arrêté, mais on ne lui a présenté que des accusations de tentative de mettre fin à la vie et de préjudice corporel. Il n'y avait pas encore de preuves reliant le suspect aux écolières disparues. Pas encore. Il y avait des craintes que l'homme tente de se cacher s'il se retrouvait en liberté. C'est pourquoi une caution d'1 million de dollars a été fixée, une somme qu'il ne pouvait pas réunir. Une semaine après l'arrestation, une percée s'est enfin produite. D'abord, le fils du détenu, Francis, s'est adressé au poste et a déclaré. Son père lui a raconté en secret avant sa fuite qu'il avait commis quelques mauvaises choses et veut maintenant s'enfuir. Il parlait de manière vague, étrange, avec un regard lourd. Le jeune homme pensait que c'était lié à Ashley et Miranda, mais n'en était pas sûr exactement. Il avait peur de l'avouer même à lui-même. Après cet incident, les autorités ont décidé. Elles ont suffisamment de fondements pour obtenir tous les mandats nécessaires afin d'organiser des perquisitions à grande échelle dans la maison de Ward et sur le territoire adjacent. Il était temps d'agir. Le 23 août 2002, le juge a approuvé le mandat de perquisition de la propriété de Ward. Les policiers ont encerclé le territoire avec du ruban jaune et comptaient passer les jours suivants à inspecter minutieusement chaque mètre, chaque coin, chaque centimètre carré. Dès le samedi 24 août, les agents des forces de l'ordre ont déclaré une boîte en terreton a été découverte dans la remise derrière la maison de Ward. À l'intérieur, des restes. On ne savait pas depuis combien de temps cela se trouvait là, mais il était évident que l'identification demanderait du temps. Pendant ce temps, environ 40 agents du FBI et de la police d'État continuaient l'inspection de la propriété du suspect. Ils travaillaient méthodiquement, pas à pas. Déjà à cette étape, un équipement de construction spécial a été nécessaire. Il était prévu de déterrer la dalle de béton coulée vraisemblablement après la disparition d'Ashley, cette même dalle dont le propriétaire de la maison avait averti. Le lendemain du début des travaux, un baril a été découvert dessous, lourd, métallique, fermé. À l'intérieur, un autre ensemble de restes. Le silence a plané sur le site quand cela est devenu clair. Après l'annonce de cette découverte, l'ex-épouse de Ward Weaver est arrivée en ville, le visage déformé par la rage et la douleur. La femme était indignée. Elle déclarait, encore après la disparition d'Ashley, elle ne doutait pas que son ex-mari avait mis fin à la vie d'Ashley. Elle le savait, le sentait, le comprenait. De plus, quelques mois avant son arrestation, elle s'était adressée au FBI et avait dit « Il faut le surveiller plus attentivement », mais on ne l'a pas écouté. La femme était furieuse du fait qu'il ait fallu autant de temps aux autorités pour comprendre l'évidence et tout éclaircir, alors qu'il y avait une possibilité d'éviter au moins une autre victime, Miranda. S'ils avaient agi plus tôt, une fille serait vivante. On supposait que c'était justement ces restes qui se trouvaient sur le terrain de Ward avec Ashley. 2 amis, 2 vies interrompues au même endroit. La femme a raconté « La dalle de béton a été coulée à la patte au milieu de la nuit. Elle entendait des bruits, voyait de la lumière. Le choix du moment lui-même semblait déjà étrange. » Ward insistait sur le fait qu'il avait fait cela pour installer plus tard un jacuzzi, qui n'est jamais apparu sur son terrain. Mais pourquoi une telle hâte? Il ne l'a jamais expliqué. Et tout cela se passait juste après la disparition d'Ashley. Trop de coïncidences. En l'espace de quelques jours, les restes dans la boîte de la remise ont été identifiés. Il s'est avéré que c'était Miranda Gaddis. Et dans le baril, c'était Ashley Pond.
Maintenant, tous les espoirs des proches des filles quant à leur retour à la maison se sont effondrés en un instant. Au lieu d'une rencontre joyeuse, des funérailles. Il a fallu encore quelques semaines pour présenter à l'homme des accusations de mise en fin de vie avec circonstances aggravantes, de préjudice corporel, ainsi que d'outrage à des restes. Tout cela complétait la liste des accusations de préjudice corporel à la petite amie de son propre fils. Ils ont également découvert Ward pourrait être impliqué dans un autre cas survenu en juillet 1902. La liste s'allongeait. Le parquet insistait: dans ce cas, la peine capitale est nécessaire, la peine de mort. Au même moment, les détectives qui s'occupaient de l'affaire du père de Ward Weaver II il y a 20 ans observaient avec incrédulité le développement des événements autour des actions commises par son fils. Ils ont trouvé de nombreuses similitudes entre ces épisodes, des coïncidences effrayantes, les mêmes méthodes, les mêmes lieux d'enterrement, comme dans un manuel. Après l'autopsie et l'analyse des restes trouvés, une conclusion a été établie. Les 2 filles ont perdu la vie à la suite d'actions de nature non établie. La cause exacte est restée inconnue. Les restes étaient conservés de telle manière qu'il était impossible de le déterminer. Les coups, la blessure par balle, l'arme blanche, l'empoisonnement et la strangulation par des méthodes classiques ont été exclus. Ashley était momifiée, comme congelée. Elle est restée entièrement habillée. Le criminel a utilisé une corde blanche, et son aspect parlait de lui-même, donnant au reste une position fétale. Il a donné une pose similaire au reste de Miranda. Les 2 étaient enveloppés dans plusieurs couches de sac et étroitement ligotés. Soigneusement, méthodiquement, comme s'il emballait des affaires pour un déménagement. On a émis l'hypothèse. Les 2 filles se sont trouvées longtemps dans un congélateur dans la maison. Cela expliquait la conservation. Sur les matériaux utilisés pour la dissimulation, des empreintes du criminel ont été trouvées, nettes, sans équivoque. L'expertise toxicologique des restes d'Ashley a montré, dans son organisme, il y avait une concentration d'alcool assez élevée, correspondant à 5 portions de whisky ou d'une boisson forte similaire, bue en un court laps de temps peu avant qu'elle ne perde la vie. Ashley et tant d'alcool ? Dans l'organisme de Miranda, il y avait moins d'alcool. Il était difficile de donner une valeur exacte. Lors de la décomposition, de l'alcool est produit. En tout cas, Ashley devait perdre conscience à cause de ce qu'elle avait bu. Elle ne pouvait pas résister. On considérait que le criminel les avait forcés à boire, soit par la ruse, soit par la force. Une information a fait surface. Peu avant la disparition d'Ashley, Ward Weaver avait essayé de faire boire sa fille et son amie. Il apportait des bouteilles, les persuadait d'essayer. Les filles avaient refusé à l'époque. Malgré le fait que la cause exacte n'ait pas pu être établie, le groupe opérationnel devait élaborer plusieurs pistes à présenter au tribunal. On examinait les options: empoisonnement à l'alcool, étouffement avec un oreiller ou une main, prise spéciale coupant l'afflux de sang au cerveau, asphyxie causée par le placement dans un conteneur hermétique. Parmi les autres options, il y avait des substances interdites inhabituelles ou des poisons rares qui sont difficilement détectables lors de l'expertise toxicologique. Mais ce n'était que des théories. Après l'arrestation, Ward Weaver II a de nouveau tenté de communiquer avec les journalistes. Il leur a écrit depuis sa cellule. Il a déclaré son innocence. Sa voix semble calme, presque ennuyée. Comme confirmation de ses paroles, il a fourni des copies des rapports d'autopsie, estimant que la culpabilité ne peut être prouvée puisque le parquet n'est même pas en mesure de déterminer comment tout s'est passé exactement. Une logique de fer, pensait-il. L'homme insistait. Le fait que des restes aient été trouvés sur sa terre ne confirme pas que c'est lui qui a commis cela. Peut-être que quelqu'un les a placés sur le terrain pour piéger le suspect. Un complot, a-t-il dit. Tout cela est un complot contre lui.
Cependant, le parquet disposait de nombreux arguments. Accusations de préjudice corporel, déclarations d'Ashley sur la corruption, témoignages d'autres filles ayant souffert de ses mains, ainsi que des dizaines de preuves indirectes, y compris les empreintes digitales de Ward sur les cordes et les sacs avec lesquels il avait lié les restes. Des faits, pas des théories. On s'est même souvenu du père du criminel, qui se trouvait toujours dans le couloir de la mort pour avoir agi selon un scénario similaire. La pomme ne tombe pas loin du pommier. Quand le juge a appris les contacts avec les médias, une interdiction de divulgation d'informations a été imposée pour garantir un procès équitable. Mais juste après cela, Ward a appelé un journaliste depuis la prison et s'est plaint. « Le juge ne peut pas lui interdire de parler de ce qu'il veut. C'est mon droit », a-t-il déclaré. Certains ont perçu cela comme de la désobéissance, d'autres comme de la bêtise. Le 22 avril 2004, peu avant le début du procès, les avocats de Ward Weaver III ont fourni une preuve. Le client souffre d'une forme grave de dépression. Pendant sa détention, il a gravé le nom de sa fille sur son avant-bras avec un objet pointu, profondément, jusqu'au sang. Il s'est infligé des plaies déchiquetées sur la poitrine, des dessins, des mots. Il a participé à des bagarres au cours desquelles il s'est cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises. Les gardiens le trouvaient inconscient. Il pensait qu'il s'était retrouvé derrière les barreaux parce qu'il donnait des fessées à sa fille en guise de punition. Il éduquait simplement, disait-il. Il ne faisait rien de grave. Le psychiatre de la défense insistait. Il a décelé chez Ward une dépression sévère et un trouble de la personnalité narcissique. La liste des diagnostics s'allongeait. En même temps, le psychiatre de l'accusation estimait que l'homme simulait la plupart des symptômes. Il joue la comédie, espérant éviter la punition. Son comportement derrière les barreaux était si inadéquat que Ward a été séparé des autres détenus et placé en cellule d'isolement. Solitude, silence, mur blanc. Depuis son incarcération, il prenait de fortes doses d'antidépresseurs, des comprimés chaque jour, strictement selon l'horaire. Sur fond de tous ces faits, il a été transféré dans une clinique psychiatrique et la procédure judiciaire a été suspendue. Il était prévu de la poursuivre si les experts déterminaient que l'homme simulait les symptômes. Vérification, test, observation. En fait, c'est exactement ce qui s'est avéré. Vers la fin de l'été 2004, les psychiatres ont déterminé « Ward Weaver II est sain d'esprit et peut revenir pour comparaître devant le tribunal. Le jeu est terminé ». Craignant qu'il ne reçoive la peine capitale, l'avocat, par désespoir, a accepté la proposition d'accord de la part de l'accusation. La vie au lieu de la peine de mort. Les familles des victimes l'ont également soutenu. Elles voulaient simplement que cela finisse. Le 22 septembre, Ward a plaidé coupable pour 7 des 17 accusations présentées, y compris mise en fin de vie avec circonstances aggravantes, préjudice corporel et outrage à des restes. Il parlait de manière monotone, sans émotion, comme s'il lisait une liste de courses. Il a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives, sans droit à la libération conditionnelle. On a renoncé à la peine capitale à cause de l'accord. Il vivra, mais dans une cage. Après le prononcé du verdict, le fils de Ward, Francis, a déclaré « Il est heureux que son père ne puisse plus jamais causer de douleur à qui que ce soit ou détruire la vie de quelqu'un. » Sa voix tremblait quand il disait cela. Il avait honte du nom de famille qu'il porte. Il est à noter que l'accusé a refusé de raconter au tribunal où et comment tout s'est passé exactement. Il se taisait obstinément, avec un visage de pierre. Mais les familles exigeaient des réponses. Elles voulaient savoir les dernières minutes de leur fille. En 2009, la sœur cadette de Miranda est venue 2 fois le voir en prison pour des détails. Elle était assise en face, séparée par une vitre. Elle sentait. C'était le seul moyen de clore cette affaire et de trouver l'apaisement. Savoir la vérité, aussi terrible soit-elle. Lors de la 2e visite, Ward a avoué. Il a décrit qu'il leur avait mis fin à la vie à main nue et les avait enterrés sur son terrain. Il parlait calmement, presque avec fierté. L'homme racontait avec satisfaction comment il avait caché à nouveau les restes des filles, ce qui lui a permis de se cacher de la police. Comme s'il se vantait de son ingéniosité.
Il a même déclaré à la sœur de Miranda « Si elle avait été plus âgée à l'époque, il aurait très probablement fait la même chose avec elle aussi. » Il a dit cela avec un sourire. Ward Weaver II a été placé dans l'établissement correctionnel de l'Est de l'Oregon, avec 4 autres détenus. C'est un territoire isolé, où se trouvent des criminels isolés ayant commis des crimes graves. On les distance les uns des autres pour des raisons de sécurité. Cellules, couloirs, silence. Cependant, cela n'a pas aidé. Le 4 mars 2007, Marvin Lee Taylor, qui jouait le rôle de coiffeur, coupait les cheveux de Ward Weaver. Dans les établissements correctionnels, les détenus coiffeurs n'utilisent que des tondeuses électriques pour se couper les cheveux, en toute sécurité. Malgré cela, Marvin a utilisé un objet tranchant artisanal. Un mouvement brusque, et la lame est entrée dans le cou de Ward. Le sang a jailli, cris, agitation. Les gardiens ont arrêté l'agresseur et Ward a été sauvé. On l'a recousu, bandé, ramené en cellule. Le motif exact de cette attaque n'a pas été établi. Probablement, c'est lié à ce que l'homme a commis. Même parmi les criminels, il y a une hiérarchie, des règles. Le 14 février 2014, le fils de Ward Weaver II, Francis, a été condamné pour avoir mis fin à la vie d'un trafiquant de drogue à Canby, dans l'État de l'Oregon. Il a été condamné à la prison à vie. La même cellule, les mêmes murs, le même destin. Ainsi, les hommes de la famille Weaver sont devenus des criminels de ce genre à la 3e génération. Grand-père, père, fils. La malédiction du sang. En 2019, après que le gouverneur de l'État ait instauré un moratoire sur la peine de mort, le père de Ward Weaver III a été transféré dans une prison ordinaire. Sa condamnation à mort a été remplacée par une peine à perpétuité. Maintenant, tous les 3 étaient assis dans des cellules différentes, mais avec un destin identique. Malgré le fait que Ward Weaver III ait été condamné pour 2 cas, on le soupçonne d'implication dans divers autres incidents, puisqu'il travaillait comme camionneur sur un itinéraire où 10 cas non résolus se sont produits. Beaucoup de victimes étaient des autostoppeurs. La route est longue, pas de témoins, beaucoup d'opportunités. On soupçonne Ward Weaver III dans d'autres affaires aussi, mais ni lui ni son père ne les avouent. Ils se taisent obstinément en portant les secrets dans la tombe. Combien de victimes encore? Personne ne le sait. Peut-être qu'on ne le saura jamais.